Il est fervent défenseur du libre accès à l'information et notamment à l'information scientifique. Et donc c'est aussi un défenseur de la décentralisation. Et aujourd'hui, il va nous parler simplement d'un point qui a déjà été évoqué par Jérémy tout à l'heure, Jérémy Zimmerman, qui est que on fait souvent, on paye très cher au niveau de nos libertés un petit bénéfice en termes de sécurité. Voilà. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit point sur quelques trucs sur la semaine. Quand j'ai entendu que l'ONS allait organiser une semaine sur s'exprimer contre la terreur et tout ça, j'ai hyper flippé en fait que ça allait être un truc genre esprit du 11 janvier, unité nationale, tout ça. Et en fait, ensuite il y a Akens qui m'a contacté pour cette organisation d'une journée, donc dans le cadre de cette semaine, qui serait pour la protection de la vie privée et quid des libertés individuelles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et du coup, j'ai été assez content qu'il y ait cette chose-là. Et puis en fait, j'ai vu le programme de la semaine et ça a l'air vraiment pas mal en fait. À une exception près, et je vais le soulever spécialement aujourd'hui, c'est que les intervenants, il n'y a pas beaucoup de mixité. Typiquement, il y a genre 14 femmes, peut-être 15 du coup, parce que c'est Juju qui n'était pas prévu. Sur 59, ça fait pas beaucoup du tout. Donc moi je suis là aujourd'hui, j'aurais préféré être à la manif qui était à Belleville, mais c'est important de faire ça aussi. Voilà, donc je voulais juste un petit peu dire ça avant de commencer. Voilà, donc comme l'a dit Corentin, moi mon domaine c'est la sécurité informatique, et du coup je sais que la sécurité c'est quelque chose qui se paye. Donc Jérémy tout à l'heure a dit qu'on pouvait faire de la sécurité accessible, on pouvait faire de la sécurité simple, mais c'est pas évident de faire de la sécurité simple, c'est compliqué. Et typiquement en informatique par exemple, la sécurité ça se paye en termes de vitesse, parce que s'il faut chiffrer avant d'envoyer ça va mettre plus longtemps. Dans une carte bleue par exemple, vous avez une sécurité limitée parce qu'on ne veut pas que ça mette 3 secondes à répondre quand vous avez tapé votre code. Et donc ça se paye souvent avec les deux, en simplicité et en vitesse. Et puis bizarrement aussi, il y a un truc qui se passe parfois, c'est qu'on cherche à sécuriser quelque chose et en fait on diminue la sécurité par des effets de bord qu'on n'avait pas prévus. Vous verrez des exemples, j'en parlerai plus tard. Et puis évidemment ça a un coût financier, la sécurité aussi. Donc quand on parle de la sécurité dans le meat space, je sais pas comment on dit en français, l'espace viandeux, enfin nous quoi, alors pas sur l'ordi, et ça a évidemment aussi un coût financier, mais ça a surtout un coût en liberté et en vie privée. Et en fait ça c'est quelque chose, alors bon, évidemment quand il y a eu le talk de Jérémy Zimmerman qui est un orateur de super talent avant, c'est moins clair, mais c'est quand même quelque chose que dans la vie de tous les jours j'ai du mal à transmettre aux gens. Parce qu'on parle souvent de surveillance généralisée, tout ça, et c'est difficile de comprendre en tant qu'individu les implications que ça a, d'avoir des caméras dans la rue quand on les voit pas, d'avoir Google qui lit vos mails alors que finalement il vous affiche une pub que de toute façon vous avez adblock, vous la voyez pas, alors c'est pas très grave. Donc je me suis dit, ça serait bien d'essayer de trouver un exemple qui soit à taille humaine en fait, qui puisse essayer de faire comprendre à tout un chacun, même sans être je sais pas comment on dit, alphabétisé technologiquement ou voilà, qui soit un exemple qui soit pas trop gros et qui soit pas trop particulier, parce que sur les exemples où on dit on rajoute de la sécurité et puis finalement c'est tellement pas pratique que finalement c'est une perte de sécurité. Il y a l'exemple qui est tout le temps cité, c'est Tchernobyl, où effectivement il y a trop de faux positifs, les alarmes sonnent tout le temps, du coup c'est chiant, on peut pas bosser, on les désactive et le jour où il y a un problème, on n'entend rien. Mais ça parle pas aux gens parce que dans la vie de tous les jours ils sont d'accord. Du coup je me suis dit je vais essayer de trouver une histoire comme ça. Et en fait je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et qui est d'une banalité affligeante, mais qui j'espère va permettre d'illustrer ce point-là. Voilà. Donc ça se passe il y a 2 ans et demi à peu près. Donc je vais commencer une thèse et je cherche une coloc avec 2 potes qui vont aussi commencer une thèse. Et on finit par trouver quelque chose. Donc je vous passe les agents immobiliers sur Paris, tout ça. Et donc on emménage le 20 août. Il y a juste un problème, c'est qu'on est 3 et qu'on n'a que 2 clés. Alors a priori, c'est pas censé trop être un gros problème ça, parce qu'on se dit on va refaire une clé, ça prend 10 minutes, 5 €, c'est fini. Sauf que non, parce que l'agence nous l'a bien vendu, on a une porte blindée super, on va pas pouvoir se faire voler, parce qu'on a une super porte blindée avec des clés de sécurité, tout ça. Donc du coup les cambrioleurs peuvent pas rentrer chez nous s'ils passent par la porte d'entrée déjà. Voilà. Bon.
Mais donc on a une porte super sécurité. Et donc du coup, pour des raisons de sécurité, il n'y a que l'entreprise qui fournit ces clés-là qui peut les refaire. Je ne peux pas prendre ma clé, aller chez le serrurier du quartier que je choisis, faire refaire ma clé, il ne peut pas. Et puis pour d'autres raisons de sécurité, parce que ça arrange le proprio, tout ça, on n'a pas les moyens, nous, de contacter directement cette entreprise. Il faut qu'on passe par l'agence. Donc ça veut dire que à chaque fois que je veux une nouvelle clé, je dois en informer l'agent immobilier qui gère mon appart. Les cas où on va vouloir une nouvelle clé, ça va être si on a quelqu'un de nouveau dans notre vie, par exemple, qui veut venir habiter chez nous une partie du temps. Je vois pas en quoi ça regarde mon agent immobilier. Et puis, évidemment, cette clé, elle coûte pas 5 €, elle coûte 70 €. Donc ça veut dire qu'on va pas faire une clé, un double au cas où. On va vraiment faire la clé quand on en a besoin. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une information quand on va refaire une clé. Je regarde juste mes notes pour être sûr que j'oublie rien. Non, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que c'est le résultat en termes du coût de la sécurité qu'on a ? C'est donc ce que je viens de dire, on est obligé d'informer l'agence à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient habiter chez nous. Donc niveau vie privée, on repasse. C'est beaucoup plus cher. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on a ajouté comme sécurité ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le 20 août, l'entreprise, elle est en vacances. Donc du coup, jusqu'à septembre, on ne pouvait même pas demander une nouvelle clé. Et ensuite, une fois qu'on a demandé une nouvelle clé, ça a repris encore 10 jours à ce qu'on l'obtienne. Ça veut dire que pendant 20 jours, notre clé super haute sécurité, il y en avait toujours une dans la boîte aux lettres, parce que c'était plus pratique, une boîte aux lettres qui s'ouvre avec un tournevis. Voilà. Donc finalement, on cherche à avoir de la sécurité, on essaye de faire ça. Finalement, qu'est-ce qu'on a gagné ? C'est on perd de la liberté, on perd de la sécurité par rapport à avoir une clé de base, et on perd en vie privée. Qu'est-ce qui se passe maintenant si l'entreprise ferme ou s'ils inventent un nouveau modèle de clé, ils posent un brevet, il faut rentabiliser, du coup ils ne supportent plus l'ancien modèle de clé. Ça, c'est typiquement quelque chose qui peut se passer et qui se passe quand on ne parle pas de clé, mais de format de fichier, par exemple. Et puis, peut-être se poser la question, Jérémy l'a bien dit tout à l'heure, la première question quand on fait de la sécurité, c'est de se poser la question du threat model, du modèle de menace. Là, déjà, pour rentrer chez nous, il faut un code en bas, ensuite il faut ouvrir la porte de l'immeuble. Peut-être que les gens qui sont arrivés jusqu'à notre porte d'entrée, ils sont suffisamment motivés pour qu'une porte blindée, ça les arrête plus, par exemple. Et puis peut-être surtout qu'il n'y a personne qui va arriver jusqu'à notre porte d'entrée. Donc, très rapidement, je vais conclure. Donc on n'a pas de sécurité additionnelle, on a une illusion de sécurité additionnelle qui est en fait néfaste en pratique. On perd de la liberté, on perd de la vie privée. Et au final, le niveau de sécurité est moins important. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste la petite anecdote que je voulais raconter. Et je tiens à préciser que je ne prétends pas que c'est absolument trivial de passer de ma petite anecdote, faire une analogie et dire, on dit que c'est pareil quand on surveille trop dans les aéroports, c'est pareil quand c'est le plan Vigipirate, alors on nous demande notre carte à l'entrée. Encore que là, ça se voit un petit peu parce que du coup, maintenant, il suffit d'avoir une carte qui de loin ressemble et puis on nous laisse passer. Alors qu'avant, il fallait pouvoir rentrer, ils nous connaissent quand on passe, tout ça. Maintenant, ils regardent juste la carte, ils regardent plus qui c'est qui passe. Voilà. Mais donc, je prétends pas que ça soit totalement trivial de voir l'analogie avec la sécurité à grande échelle, à l'échelle d'une nation. Mais je pense que ça permet de se rendre compte quand même de voir que la sécurité, ça se paye. Et que ça se paye dans la vie de tous les jours, très directement. Voilà, donc c'était un peu ça. Et puis du coup, je voulais un peu lancer la discussion en disant, est-ce que vous avez vécu des trucs similaires, d'autres exemples qui sont peut-être plus parlants, où l'analogie est peut-être plus frappante que cette anecdote complètement banale que je vous ai racontée, parce que ça pourrait vachement aider en fait dans ces discussions à convaincre les gens que c'est important de faire ces choses-là. Voilà. Merci bien. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas trop si ça amène des questions, ce que je vous ai raconté. Mais... Aïe. Est-ce que toute cette conférence, c'est juste pour qu'on te paye une clé ou pas ? Non, c'est bon. J'en ai fait refaire 2 parce que... Accessoirement, l'agence immobilière s'est comportée tellement mal qu'ils nous ont offert 2 clés au bout d'un moment. C'est bon. Ça, c'est autre chose. Oui.
Non, je pense on est plus en termes de discussion, mais ça m'a fait penser à un texte en fait de Bruce Schneider sur la sécurité. Bruce Schneider. Ah oui, ok. Sur la surveillance dans les aéroports et sur le fait qu'en fait il était un peu futile de croire qu'on pourrait tout surveiller dans un aéroport alors qu'on n'était même pas capable de le faire dans les prisons. Et je trouve que c'était assez fort comme image. Effectivement. Non. D'autres remarques ou suggestions sur le sujet? Est-ce que concrètement tu te sens plus en sécurité derrière ta porte blindée Ah non, ça me fait juste chier en fait. Est-ce que t'as peur de perdre tes clés maintenant? Bah non, parce qu'elles sont grosses, du coup je sens si je les ai plus quand même. Mais effectivement, si, dans le cadre de perdre les clés, on n'est pas plus en sécurité avec une clé de porte blindée. Enfin, c'est pas... Et ça coûte 70 € de la faire refaire. Enfin, en l'occurrence, si tu dois faire refaire toute la serrure et tout ça parce que tu as perdu les clés, c'est peut-être beaucoup plus que ça, du coup. C'est peut-être pire de perdre une clé de porte blindée parce qu'on se dit derrière, il y a un plus gros truc Ouais. volé qu'une clé toute courte. Ouais, bon, alors là, par contre, ils vont être déçus, mais ouais. Ouais. Excuse-moi, mais ta remarque, c'est... tu dis qu'il y a un coût, donc, effectivement, sur la carte blindée, etc., enfin, la porte blindée, et puis la sécurité sur l'informatique. Mais est-ce que ça ne donne pas de l'argument pour les gens qui disent « je n'ai rien à cacher, donc je ne me protège pas ». Alors, donc je chiffre pas, donc et ainsi de suite. Je pense pas parce que d'une part, il y a une différence entre la pseudo. Enfin, je pense que je vais reprendre ce que disait Jérémy Zimmerman tout à l'heure parce que c'était vachement bien expliqué. Le coût de la porte blindée, c'est le coût du cadenas dans le navigateur en fait. C'est l'agence qui nous dit si c'est bon, vous êtes en sécurité, du coup l'assurance elle est contente, vous payez 1 € de moins par mois parce que vous avez une porte blindée, sachant que du coup il faut 70 mois pour rembourser une clé. C'est pas de la sécurité qui part de la personne en fait. C'est pas parce que je réfléchis juste 2 secondes à ma réponse, mais c'est-à-dire que tu délègues ta sécurité à quelqu'un d'autre. Alors que là, sur on délègue, mais en plus on se rend ignorant en fait. C'est en quelque sorte dire je vais aller chiffrer mes communications, chiffrer mes mails. C'est dire je vais faire attention à pas perdre ma clé, je vais faire attention à penser à fermer la porte en partant si j'ai pas envie que les gens rentrent. Alors que la porte blindée installée par le propriétaire ou l'agence et qui dit voilà, c'est le cadenas dans le navigateur qui dit c'est bon, il y a un cadenas vert et il y a l'étoile dorée derrière, donc tu es en toute sécurité, même si en fait on n'en a aucune idée, on ne sait pas comment ça marche. Je pense que le parallèle n'est pas à ce niveau-là. Alors il y a deux choses. Déjà, le coût de la porte blindée, c'est aussi et surtout parce que si tu lis les contrats d'assurance aujourd'hui, dans les contrats d'assurance, il est écrit que pour que ça fonctionne et que tu sois remboursé, il faut que tu aies une serrure 3 points avec un machin blindé, avec etc. Ce que les gens ne lisent pas, ils signent les yeux fermés. Et le jour où ils veulent se faire rembourser ou le jour où les agences immobilières vont les toquer pour qu'il y ait un remboursement, eh ben c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la serrure qu'il faut, la porte qu'il faut, etc. Donc quand tu as des contrats aujourd'hui avec des agences immobilières au milieu, ils vont te mettre la pseudo-sécurité au maximum, mais c'est la sécurité qui va aller avec le contrat d'assurance qui va avec et qui fait qu'il y aura remboursement et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est surtout ça et on est hors du champ de la sécurité. Ensuite, une deuxième chose, donc tu parlais de porte blindée et du petit cadenas, etc. et de chiffrer ses mails. C'est 2 choses vraiment différentes. La première, oui, c'est tu vas manger la nourriture qu'on te donne comme un bœuf et t'es content et tu le fais. L'autre chose, c'est une prise de conscience. Et tu vas chiffrer tes mails et tu vas y réfléchir, tu vas t'investir, tu vas apprendre à le faire. Et c'est 2 choses différentes. Dans un des cas, tu réfléchis, dans l'autre, tu crois ce qu'on te dit. Oui, exactement. Alors juste sur les assurances qui font ça, effectivement, c'est pour ça que je disais qu'on paye 1 € de moins par mois, parce que non seulement ils ne remboursent pas, mais en plus on a une porte blindée certifiée A+, machin truc, plus ils diminuent les tarifs, tout ça. C'est parce que moi je l'ai lu, pas en détail, mais j'ai lu un petit peu les parties qui avaient l'air de me concerner, parce qu'il y a des titres aux parties quand même. Et typiquement ce truc-là, de dire que c'est un peu moins cher pour la porte blindée, on est d'accord que c'est complètement stupide, parce qu'en même temps on avait la clé dans la boîte aux lettres, à cause de la porte blindée. Voilà, donc c'est juste pour... ça fait partie du système qui est un peu débile. Il y a des gens tout au fond.
Oui, à l'heure des imprimantes 3D, tu Ouais. t'es pas imaginé fabriquer toi-même ta propre clé. Et donc ça, première remarque. Ou en plomb, je sais pas, en bois, ou la tailler dans un bois. En une semaine, tu auras peut-être pu réussir à te faire une clé comme ça. Et puis si tu es un expert en cryptographie ou en cryptologie, si tu pourrais nous dire combien de temps maintenant il faut pour casser une clé, enfin informatiquement, revenons à l'informatique, combien de temps il faut pour casser une clé informatique et quel est les détails aujourd'hui. Alors selon les systèmes de chiffrement aussi. Ouais, alors il y a deux questions là. Sur l'imprimante 3D, en pratique, mes clés, je sais pas si vous pouvez voir, mais elles sont pas là, elles sont de l'autre côté. Non mais bon, déjà c'est compliqué à faire un truc aussi précis. Faut que ça reste solide. Bon, le plastique est quand même assez solide quand c'est sec, mais il y a un petit chou qui bouge aussi dedans, et ça je sais pas à quel point c'est facile de le faire. Mais bon, voilà. Donc je sais pas. Puis en plus je maîtrise pas. On peut demander à Jacques-Henri qui est là, qui maîtrise plus les imprimantes 3D. Il y a aussi Olas d'à côté qui fait ça. Et puis bon, on a Akens qui est quand même. Il y a des gens qui le font pour des petites clés simples. Hein. Ouais. Mais Pour ça, à mon avis, c'est mort. Enfin, ouais. c'est bien parce qu'on apporte la clé sur une suite de l'eau. Oui. Voilà. Si vous voulez rentrer chez moi. Ouais, il est là. Comme ça. Voilà. Pour ce qui est de la sécurité informatique, c'est une question très vague en fait que vous avez posée. Ce que je peux vous dire, c'est que mathématiquement, les algos qu'on utilise, ils sont solides. Enfin, en tout cas, quand c'est pas les paramètres choisis par la NSA ou le NIST qui est influencé par eux. Après, il y a d'autres moyens de les casser. Typiquement, moi, mon domaine, en fait, je bosse pas sur la sécurité de la cryptographie directement. Je bosse sur la sécurité des implémentations. Les implémentations, c'est-à-dire que, en fait, quand il y a un RSA, donc c'est l'algorithme qui chiffre votre carte bleue, enfin les communications comme ça dans votre carte bleue, qui tourne. En fait, pendant qu'il tourne, il y a de l'information qui fuit parce que telle opération consomme pas autant de courant qu'une autre, ou il va pas y avoir autant de bits à 1 et donc ça va consommer plus de courant, des choses comme ça. Et en fait, en regardant ces informations-là, on arrive à casser les algos mathématiques parce qu'on récupère de l'information intermédiaire qu'on n'est pas censé avoir dans le modèle de menace dans lequel l'algorithme a été développé. Et du coup, oui, ça se casse, et quand on met les moyens, on arrive à casser, et il n'y a aucune contre-mesure qui est parfaite. Maintenant, je ferai assez confiance quand même à la cryptographie qui n'est pas NSA, Tampered. De l'autre côté, tu cites dans ton exemple RSA, qui justement a été... il y avait une clé qui a été piratée par la NSA. Ouais, alors... je ne sais pas si les gens connaissent la RSA. Oui, enfin... RSA est une société israélienne. Ouais. Donc il donne plusieurs clés de chiffrement. Il y a une clé de chiffrement qui avait été, entre guillemets, vérolée par la NSA. Je crois que vous mélangez RSA à l'algorithme et RSA à la compagnie, en fait. Oui. Ouais. Mais oui, il y a eu des histoires avec RSA qui a reçu de l'argent de la NSA, mais RSA, l'entreprise, qui a reçu de l'argent de la NSA pour casser un... Mais c'était un protocole, c'est pas l'algorithme RSA directement. Comme ça. Avec des techniques non mathématiques pour casser les algorithmes, est-ce que à ce moment-là, la longueur de la clé a encore une importance? Ouais. Oui, parce que ça va être plus compliqué. Genre, c'est simple. En fait, ce que vous allez analyser, ça va être des traces, par exemple, de consommation de courant. Si elles sont plus grandes, c'est plus dur à analyser. Hein. Il y a des choses bêtes comme ça. Enfin, voilà. Moi, j'avais juste une question à soumettre Oui. aux gens à l'Assemblée. En fait, sur pas mal de conférences là, cet après-midi, est revenue la question de responsabiliser les utilisateurs. Et moi, ma question, c'était de savoir si c'est possible, en fait, parce que, responsabiliser les gens, ça implique de les former, et ça implique de leur donner du temps pour qu'ils puissent s'auto-former dans le cas contraire. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ça tombe, l'école normale supérieure, donc une formation. Oui, mais c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Alors premièrement, c'est pas une question de temps, c'est une question de choix. Tu choisis de regarder L'amour est dans le pré ou de bouquiner. Tu choisis de cuisiner de la vraie bouffe ou de bouffer du surgelé avec du cheval dedans que tu sais pas qu'il y en a. Voilà, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de choix. Ça, c'est la première chose. Après, encore une fois, c'est du choix aussi de former les gens qui veulent être formés et qui veulent apprendre.
On ne peut pas forcer quelqu'un à s'y mettre s'il n'a pas envie de s'y mettre, et ça serait totalement débile et contre-productif. Maintenant, il y a assez de ressources en région parisienne, que ce soit des hackerspace, que ce soit des associations comme la Quadra, comme Francilien, comme des associations qui peuvent aussi être voisines de certains hackerspace, etc., pour vous aider à le faire et pour aider les gens pas à pas, pour les aider quand il y a des blocages, etc. Moi, c'était mon cas il y a quelques années. Je cliquais, ça marchait, je croyais que c'était magique. Voilà, jusqu'au jour où je me suis retrouvée à vivre en Égypte, dirigée par Moubarak, en Syrie au début de la révolution, etc., où j'ai dû me protéger mes communications. Et là, tu t'y mets parce que t'as pas le choix aussi. Mais voilà, n'importe qui peut apprendre. Ça, c'est pas un problème. C'est des questions de choix et c'est des questions de à quoi je délègue mon temps aussi. Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur une idée, un argument qui est souvent avancé moi, j'ai rien à cacher, donc du coup, j'ai pas besoin de protéger quoi que ce soit. Et je pense personnellement, je peux me tromper, qu'il y a quelques distinctions à faire entre typiquement quelqu'un qui a déjà été victime d'une attaque, typiquement un activiste ou un journaliste. Moi, personnellement, j'étais dans un collectif et on a été topé par un outil d'espionnage. Et moi, ça a complètement changé ma perception des choses. Mais je pense que pour quelqu'un c'est comme quelqu'un qui n'a jamais été agressé. On pourra toujours lui parler. Tant qu'il n'a pas vécu, il faut garder ça en tête. On a tous des parcours personnels différents. En fonction de nos traumatismes, de nos échecs, de nos réussites, ça peut vraiment donner des perceptions très différentes. Par contre, je pense qu'il y a un argument que même Monsieur Tout le Monde entre guillemets, mais c'est pas pour dénigrer, mais en tout cas qui n'a pas eu cette expérience-là très directe, peut comprendre, c'est que sur Internet, si vous n'avez rien à cacher, vos potes ont peut-être des choses à cacher. Quand ils vous envoient un mail, un texto, ils partagent avec eux leur intimité, des secrets, peut-être des choses qui peuvent les embarrasser. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut garder en tête. C'est pas juste une question de se protéger soi, c'est aussi une question de protéger ses potes. Parce que prenez quelques secondes et pensez à tout ce que vous échangez par SMS et par mail. Ça dépasse de très loin, juste vous, de très très loin. Voilà. Ça, il y a un truc assez simple à savoir, c'est que, ça je pense que la plupart des gens le savent, en gros, si vous prenez une personne et une autre dans le monde, en saut de connaissance, il y a 6 ou 7 maximum. Et ce qu'ont révélé les documents que Snowden a sortis, tout ça, c'est que, en gros, la NSA, quand ils ont une cible, ils écoutent à 3 sauts, quoi. Donc voilà, ça vous dit un petit peu le truc. Donc quand vous dites j'auto-héberge mes mails et tout, c'est trop cool, à chaque fois que quelqu'un qui a un compte chez Gmail vous envoie un mail que vous lui répondez, tout ce que vous dites, ça se retrouve là-bas aussi, si vous chiffrez pas. Oula, ça va être chiffré. Oui, mais voilà. c'est chiffré chez Google. Oui, j'ai dit si vous chiffrez pas. Il y a une idée qui est revenue plusieurs fois de vouloir être pédagogique et vouloir que les gens prennent conscience de l'importance de la sécurité. Et je suis assez peu d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que vous rejetez complètement l'idée qu'on pourrait plutôt essayer de convaincre les gens de chez Mozilla et de chez Apache de faire leur soft qui fait directement tout chiffré de base, qui fait en sorte que, en fait, ce qui aurait dû être spontanément le cas sur Internet, pourquoi est-ce que toutes les transitions sont en clair ? Pourquoi est-ce que spontanément on fait pas un truc intuitif qui est le truc de la vie, qui est que quand tu discutes avec quelqu'un, personne d'autre que le quelqu'un ou que les gens qui sont autour peuvent comprendre ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'on vise absolument à vouloir faire de la pédagogie, de dire il faut pouvoir générer ta clé sur 2048 bits, utiliser tel algorithme qui en fait est pété parce que l'implémentation est pétée, donc il y a 10 000 manières de mal faire les choses. C'est peut-être un peu fatigant et les gens ont peut-être pas envie de le faire. Et pourquoi est-ce que vous rejetez tout le temps cette solution de... Enfin, pas de toi, Pablo, probablement, mais... c'est quoi ton avis sur pourquoi est-ce que les gens de chez Mozilla font pas spontanément, ou de chez Apache, font pas en sorte que tout soit chiffré de base ? Je vais répondre en plusieurs points. Le premier point, c'est que les gens de chez Mozilla, ils se sont rapprochés de Tor il n'y a pas longtemps. C'est peut-être pour faire ça. Je présume pas de ce qu'ils vont faire, mais je veux dire que peut-être qu'ils veulent effectivement le faire, donc on va peut-être pas leur jeter la pierre non plus. Et ensuite, je pense que c'est une question compliquée en fait, parce que y a 2 risques quand tu fais un truc clé en main. C'est que les gens se croient protégés. Par exemple, quelqu'un qui va utiliser... Alors, Tor, c'est une technologie en fait qui permet de s'anonymiser sur Internet, au sens où plutôt que ce soit votre ordinateur qui va demander une page web,
votre ordinateur va passer dans le réseau Tor qui va faire trois sauts par des ordinateurs aléatoires, plus ou moins. Ça va sortir et puis ça va vous revenir comme ça, de manière chiffrée en plus au milieu. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'on ne peut pas savoir qui a demandé la page web. Si on dit à des gens vous êtes anonyme quand vous utilisez Tor et qu'on leur dit pas, bon alors s'ils sont vraiment bêtes, si on leur dit pas genre oui mais dites pas votre nom quand vous utilisez le truc, mais si on leur dit pas aussi que si c'est juste pour jouer qu'ils l'utilisent alors c'est bon, mais que s'ils veulent vraiment pas être tracés, il faut qu'ils fassent attention à utiliser un navigateur complètement standard, sans utiliser d'extension bizarre, sans le mettre dans un ordi qui a une config la plus répandue possible. C'est pour ça que Tails est intéressant. Bon, je vais pas faire un aparté sur Tails, sinon ça va être trop long. Vous êtes traçable en fait, pas seulement par votre IP, mais aussi par les polices qui sont installées sur votre ordinateur, la taille de votre écran. Il y a quand même, de toute façon, c'est très difficile de faire une solution clé en main où t'as vraiment, tu peux dire genre j'y vais comme ça, les yeux fermés, les mains en l'air, ça va marcher quoi. C'est quelque chose qui... C'est le plafond de verre dont parlait Jérémy Zimmerman tout à l'heure et c'est un truc qui existe en fait. C'est quelque chose que tu peux pas enlever. Donc rendre les choses simples, rendre les choses accessibles et faire un truc où avec un bouton ça marche. Oui, mais il faut un manuel à côté du bouton qui explique ce que fait le bouton et quelles précautions il faut prendre à côté. Tu peux pas faire un truc magique comme ça, il y a un moment donné où il faut quand même... Et comme le disait Jérémy, tout le monde en est capable en fait. C'est pas des choses compliquées. Il a donné l'exemple de journalistes qui arrivent, je pense que c'est assez parlant quoi. Genre, voilà. Oui. Allô ? Ouais, donc ça marche. Oui, donc moi j'ai entendu pas mal de choses au niveau justement de la sécurité, de la responsabilité, responsabiliser l'individu et la question du fait que ça doit être un choix. Le problème, à mon avis, c'est que effectivement ça doit être un choix. Le problème, c'est que c'est pas un choix de l'individu, c'est un choix de société. C'est-à-dire que décider de ne pas faire à manger du surgelé, c'est plutôt un choix d'individu, un choix individuel. La question de la sécurité des communications, si c'est pas globalement la société ou globalement une partie qui décide, qui prend ce genre de décision, ça peut pas marcher. Et si je chiffre tout seul, je peux pas parler avec grand monde, ça c'est... Voilà, c'est exactement. Et donc... du coup, soit tu t'isoles et tu dis que tu ne vas communiquer qu'avec des geeks ou qu'avec des journalistes et des geeks qui... bref. ou des journalistes geeks, qui utilisent de la cryptographie, soit quoi ? Parce que moi je suis convaincu qu'il y aura toujours des gens qui ne voudront pas faire ce choix. Donc je pense qu'il y a quand même un intermédiaire à trouver entre effectivement quelque chose ou avec seulement un icône avec un cadenas, une étoile qui dit oui ça va bien, voilà. Et l'autre intermédiaire où il faut effectivement connaître la technologie, même si c'est qu'une partie de la technologie que soi-disant la plus grande partie de la société puisse comprendre. Je pense qu'il y a un intermédiaire à trouver entre ces deux extrêmes. Ouais. Juste une chose sur la solution clé en main, il y a aussi de qui est-ce qu'on veut se protéger. Par exemple, Snowden, il avait besoin de se protéger de la NSA, mais nous, notre problème principal, ce que je pense, c'est plutôt le marketing abusif. Par exemple, l'hyper spécialisation des pubs qui vont venir savoir exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez, qui va faire que fondamentalement, un produit dont on n'a pas forcément besoin, on va croire qu'on en a besoin. Par exemple, je n'ai pas d'exemple à donner là, mais donc c'est, à mon avis, il ne peut pas y avoir de solution en clé en main, justement parce que la question c'est de qui on se protège. Pour revenir sur le choix de société et la nécessité de faire du chiffrement partout et par tout le monde, on ne peut pas juste dire avoir une petite population dans un coin qui décide de faire du chiffrement. Les techniciens commencent à s'y mettre. On peut prendre par exemple dans les organismes de standardisation à l'IETF le travail sur HTTP2, donc qui est le successeur du protocole HTTP 1.1 qui est utilisé pour le web actuellement. Le chiffrement est obligatoire par défaut. Voilà. C'est dans la spécification, le chiffrement de bout en bout est obligatoire. Voilà. Ça commence à venir.
bien sûr, il y a 99% du marché qui ne supporte pas ce protocole pour l'instant, mais ça va évoluer forcément dans le bon sens. Voilà, après, on ne peut pas non plus forcer le changement d'un coup comme ça, en claquant des doigts. Faut que c'est une évolution, quoi. Juste un point sur les questions de comportement. Pour ceux qui n'ont pas envie de chiffrer et de passer du temps il y a aussi le fait de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre en danger les informations concernant ces petits camarades qui pourraient être secrètes en les écrivant dans un mail. C'est juste, voilà, faire attention à ce qu'on écrit si on n'a pas envie de chiffrer. C'est tout bête, mais c'est juste aussi une preuve d'intelligence, ça peut être pas mal. On va juste encore prendre une ou deux remarques et après on vous invite à continuer la discussion en arrière là-bas où on a acheté 2-3 petits trucs à manger et à boire. Donc on peut continuer à parler même si on n'est plus dans sa pièce après. Mais... D'abord, je voulais dire que j'aime beaucoup le terme marketeur abusif parce que je trouve que c'est un peu pléonasme. Bon, là, il y a plusieurs choses qui ont été dites sur lesquelles j'aimerais répondre. D'abord, j'ai l'impression qu'on voit toutes ces questions de sécurité comme des questions qui tournent autour du contenu, même dans la dernière remarque qui vient d'être faite, en disant si on ne chiffre pas, alors on fait attention à ce qu'on dit, etc. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, en fait, c'est que la NSA, elle arrive à utiliser toutes les données qu'elle utilise, à la NSA ou d'autres organismes, parce qu'en fait, ils arrivent à reposer sur l'ensemble des métadonnées qui leur permet de trier ces données, de naviguer dedans, etc. Donc en fait, c'est pas qu'une question de contenu, de chiffrer, pas chiffrer. C'est une question de avec qui est-ce que vous communiquez, quand est-ce que vous communiquez, peu importe ce qu'on dit. En fait, le contenu, on se rend bien compte au final que il y est pour presque rien. Il est disons, il est analysé avec des moteurs qui analysent les mots-clés, etc. Mais ce qui est vraiment analysé, c'est les métadonnées. Donc ça veut dire qu'il nous faut des systèmes qui ne sont pas juste PGP dans lequel on chiffre notre contenu, qui est une espèce de modèle. Quand on prend SMTP plus PGP, c'est un modèle de 1995. C'est ultra vieux, ça n'a jamais été conçu pour les usages qu'on en fait maintenant, qui sont des usages dans lesquels on doit protéger le graphe social. On l'a bien vu avec l'exemple que tu donnais quand tu disais la NSA regarde tout ce qu'il y a dans un entourage, dans un voisinage de 3... disons à 3 points du point où on se trouve, c'est bien qu'il y a un besoin de protéger le graphe social. Et donc, le mail, les PGP, etc. ne répondent pas à ce besoin actuellement. C'est pour ça que justement, on a d'autres systèmes tels que, je sais pas, Pond, les machins VKTR, Tor, etc., qui répondent assez bien. Donc ça, c'est un point que je veux faire. C'est qu'il faut surtout pas oublier la dimension des métadonnées parce qu'on en parle assez rarement et du coup, en fait, c'est ça qui est vraiment compromettant. C'est pas tellement le contenu, c'est vraiment les métadonnées. Ensuite, il y a un autre point, c'est sur l'IETF. Sur l'IETF, là, le point qui a été fait par Olas, je crois. Ouais. Bon, ouais. Alors l'IETF, en fait, c'est un organisme qui s'occupe, disons, d'écrire des normes, par exemple, voilà, HTTP2, qui est à mon avis relativement catastrophique, mais effectivement, au moins il y a du chiffrement. C'est vrai que c'est mieux que rien, j'en conviens. Et qui écrit les standards qui permettent aux machines d'être interopérables, de communiquer. Donc c'est eux qui réfléchissent sur des questions en se disant bon bah voilà, on a tel besoin, alors maintenant on va essayer d'écrire un protocole, donc vraiment un truc qui est logique, mathématique disons, sur comment est-ce que les machines doivent interagir, etc. Et on va penser ce protocole de telle sorte à ce qu'il soit fiable, redondant, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, le problème c'est que l'IETF qui fait donc ces super algorithmes machin et qui vise de plus en plus à introduire de la cryptographie, etc. Bah, on a quand même eu historiquement énormément de problèmes dans le sens où beaucoup des gens qui font ces standards, etc., sont des gens beaucoup, disons, une part non négligeable. Moi, j'estime qu'à partir du moment où il y a une personne sur 10 qui fait ça, c'est une part non négligeable, sont des gens qui travaillent pour la NSA et ouvertement signent leur standard comme étant de la NSA. Donc oui, bien sûr, ça fait un peu dimension trollesque, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les outils qu'on utilise, les outils qui marchent,
curieusement, c'est des outils qui reposent pas sur les normes qu'on annonce. C'est, je veux dire, Pond et OTR, etc. Ils font des choix cryptographiques qui sont exactement contraires à ceux qui sont recommandés par l'IETF, à ceux qui sont recommandés par le NIST, etc. Ils utilisent des trucs qui sont soit pas normés vraiment, soit qui sont normés mais au stade de draft depuis des dizaines d'années, enfin depuis en tout cas des années, disons plutôt. Et en fait, c'est ça qui visiblement semble fonctionner, parce qu'après, quand on regarde dans les documents de Snowden, qu'est-ce qui marche, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur pose des gros problèmes, on voit communication OTR, dans les fichiers bruts, on voit communication OTR non interceptée, non décryptée, parce que visiblement ça pose des problèmes. Ou ZRTP, ou tous ces autres protocoles finalement qui ne reposent pas sur les trucs de l'IETF. Donc je pense que c'est important de aussi se rendre compte que l'IETF, malgré le fait que ça soit un organisme qui essaie, comme d'autres organismes, de faire des algorithmes, de standardiser les choses, etc., elle est quand même victime de manipulation. Donc il faut aussi se dire que peut-être on devrait prendre des distances vis-à-vis de ça, ou réfléchir à la manière de pas attendre tout de la part de l'IETF, en fait, ou d'organismes comme ça. Voilà. Et je pense que c'est les deux remarques que je voulais faire. Ok. Si Marie, tu as encore une remarque courte Bon, on a le temps. C'est simplement que du coup, ça retarde le moment où tu manges. Donc, Bon, je vais faire très très court alors. Je pense qu'il y a vraiment un problème de crédibilité en fait. C'est-à-dire, là tu en parlais un petit peu, je t'avoue, je suis littéraire donc je n'ai pas tout compris de ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a un véritable problème de crédibilité, déjà parce que bon, on a tous eu cette fameuse réunion où il y a quelqu'un qui vient nous dire Internet c'est bien, faut pas l'utiliser n'importe comment, mais qui avant d'intervenir nous demande d'allumer le vidéoprojecteur. Il y a ce genre de choses, on peut pas faire confiance à quelqu'un quand on pense qu'on maîtrise plus l'outil que eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ressentent en ce moment. On peut pas non plus faire confiance forcément à quelque chose quand d'un côté on nous dit il faut le faire et de l'autre côté on nous dit non mais c'est complètement corrompu. Et je pense que c'est aussi important de faire de la pédagogie et c'est aussi important d'avoir des choses qui sont simples, d'avoir un premier maillon pour pouvoir inciter des gens à aller dans quelque chose qui soit plus compliqué ensuite. Je pense que c'est important d'avoir peut-être justement ce petit signe qui dit c'est certifié d'abord pour que au moins, il y a une personne en ait conscience et que si elles veulent creuser après, elles puissent le faire avec des petits maillons simples. Ça passe par des associations, ça passe par des sites qui soient lisibles, des choses comme ça. Voilà, c'est mon point de vue. Oui, je pense que tout le monde est d'accord. Bon, je vais remercier tous les gens qui ont participé. Pablo.